Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, les gars. On va parler d'Alexander Volkanovski. Quelle suite, parler du MMA, ce sport impitoyable. Là, je sais pas, Virossi, si t'as vu ça, j'ai vu ça sur Twitter hier. Une photo qui datait, je crois, de 2019 ou 2020 de Israel Adesanya, Volkanovski et Kamaru Usman, tous les trois. Et c'est vrai qu'à une époque, on se disait, mais qui va pouvoir les faire tomber ? Et depuis, les gars ont connu tous les trois 8 défaites. C'est quand même complètement dingue. Et se sont tous fait terminer au moins une fois depuis que la photo a été prise. Donc on va voir tout ça. C'est parti. Générique. Soit. Birusty, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, même si Volkanovski, et on en avait parlé dans le podcast, Volkanovski a effectivement dit que la droite qui s'est pris par Ilia Topuria, honnêtement, ça aurait couché tout le monde. Est-ce que, là, il y a pas mal de gens aussi qui disent, sans Charles Oliveira et le fait qu'il n'ait pas pu tenir sa place en octobre, on n'en serait pas là puisqu'il a tué la carrière de Volkanovski. Est-ce que pour toi, en vrai, là, ce qui s'est passé, c'est lié au chaos qui s'est pris en octobre ? Et où peut-être qu'on ne le saura jamais finalement. Bah, je pense, oui, on saura jamais, mais c'est clair que par contre, si Oliveira s'était pas blessé, probablement que du coup, il aurait eu plus de temps pour travailler sa montée en lightweight et ça aurait peut-être pu être plus intéressant. Donc, oui, tout est de la faute de Charles Oliveira, c'est sûr. Tout dans cette vie. Voilà. Non, mais en soi, non, ça. Parce que, en fait, il y a aussi le fait que la raison pour laquelle il a pris le combat contre Makhachev, c'est aussi à cause de moitié sa dépression qu'il a quand il ne combat pas. Et ça, probablement que ça lui aurait joué des tours à un moment donné. Puis c'est ce qui a fait aussi qu'il a voulu absolument prendre le combat contre Topuria là tout de suite, alors qu'il avait le temps, s'il voulait, de le repousser. Donc en réalité, ça, si on doit pointer un coupable, c'est peut-être plus effectivement c'est cette manière de faire de Volkanovski qui est, enfin c'est presque, tu sais, c'est le défaut de ses qualités, c'est qu'il veut tout le temps combattre, il veut être ultra actif, et finalement, c'est ce qui lui a coûté un peu peut-être sa chute, quoi. Mais non, sinon, à part ça, non, c'est le game, quoi. Et il y a une autre stat qui est terrible, Big Rusty, c'est celle sur les combattants qui ont 35 ans ou plus dans les petites catégories de poids, où désormais ils sont à 0 victoire. Est-ce que tu penses que là aussi c'est inéluctable ? Parce qu'il y a même une stat encore pire, et je crois que là on est vraiment aussi à 0 victoire, c'est quand t'as une revanche, quand le combattant qui a perdu était plus âgé, il perd toujours. Oh! Et de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les plus petites catégories de poids, ça a toujours été un peu une règle que, à l'inverse des catégories poids lourds ou light heavyweight, l'âge joue vraiment parce que la rapidité, la vitesse joue énormément parce que ça va extrêmement vite et donc effectivement, c'est plus difficile de tenir la cadence plus longtemps. Même si on pourrait faire l'argument que d'un autre côté, comme c'est plus rapide, mais qu'il y a énormément de techniques en jeu, beaucoup plus dans ces catégories-là que dans les grosses catégories. D'un autre côté, l'argument peut être fait aussi que les gens qui ont énormément de bouteilles et d'expérience et donc une carrière à avoir développé leurs compétences, du coup, ça pourrait équilibrer aussi. Mais bon, quand même, là, j'aurais tendance à dire que peut-être que le physique joue un peu plus dans ces cas-là, malheureusement, parce que temps de réaction, parce que vitesse, parce que ça va à 1000 à l'heure. Mais c'était quoi la question déjà ? Oh, Big Rusty. La vraie question globale, c'est ce qui peut revenir Volkanovski. Voilà, faudrait qu'il prenne un bon moment, je pense déjà. Parce qu'en vrai, il a dit un peu plus tard dans l'année, là, pour lui, il a l'air d'être OK avec une pause, revenir en Espagne, et là, il prend une pause, il profite de sa famille, et un peu plus tard dans l'année, il revient contre Ilia Topuria. Oui, mais sauf que ça, je pense pas que sa volonté de combattre tout le temps aura disparu comme ça. Après, peut-être que là, le deuxième KO aura modifié un peu sa manière de voir les choses. Parce que le KO contre Makhachev, peut-être qu'il s'était dit, c'est parce que j'étais pas préparé. Là, il l'était contre Topuria, il a pris un KO quand même. Donc, si ça se trouve, ça modifie un peu sa manière de lire tout ça. Mais même de manière générale, tu vois, je veux pas mettre de mots dans sa bouche, sachant qu'il est pas là, mais tu vois, il me semble que Clément Marcoux parle souvent du fait que même ton système nerveux, en fait, quand tu enchaînes les camps d'entraînement, quand tu prends un KO comme ça, c'est pas, même si t'as pas de séquelles directes, c'est pas genre en une semaine c'est bon, t'es remis à neuf, quoi. Et là, 2 KO comme ça d'affilée,
que ça ait modifié sa psychologie, sa manière de voir les choses, ou même pour le reste, faut que soit son entourage ou quoi le force, même si c'est pas bon parce que lui va vouloir combattre, mais ouais, minimum fin d'année, quoi. Minimum, là, il se prend 6 mois, quoi. Est-ce qu'on a des exemples de gars comme ça qui ont réussi à revenir? Parce que moi, c'est vraiment ce qui me frappe, c'est que en apparence, et je sais pas si t'es d'accord avec moi, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'on ait un déclin d'Alexander Volkanovski. C'est juste que là, il y a eu des faits de combat qui s'est fait mettre KO 2 fois, mais il y a pas de, tu vois, et même là, par rapport à ce qu'on avait dit dans l'avant-podcast, en vrai, il était très bien Volkanovski jusqu'à ce qu'il se prenne le KO. Il y avait vraiment aucun truc à la Kamaru Usman où on voit vraiment un avant-après. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus dur, c'est que là, forcément, le côté vieux Volkanovski qui a 35 piges, ça va encore un peu plus peser, mais sur le papier, moi, j'ai pas vu d'indicateur de déclin de sa part. Bah, c'est pour ça, en fait, tu vois, tu demandais s'il y avait un exemple. Je sais pas si on peut considérer que ça l'est, mais José Aldo, après son KO contre Conor McGregor, ça aurait pu être le début d'une chute terrible. Et en fait, il est resté à un niveau exceptionnel jusqu'à la fin de sa carrière à UFC, qui faisait qu'il y avait vraiment que les contenders numéro 1 ou les mecs ultra chauds ou les champions qui arrivaient à le battre. Mais sinon, il éclatait tout le monde. Bah, il y a possibilité que Volkanovski devienne un peu, pour le coup, le José Aldo en featherweight, c'est-à-dire que si c'est ce qu'il veut, mais je sais pas si c'est ça qu'il voudra, parce que peut-être que son ego de champion le refusera, ou j'en sais rien, mais bah, il peut rester soit en featherweight, soit monter en lightweight, comme ça il n'a pas le cut à faire, et ça reste un gatekeeper, mais gatekeeper du top 5 ou du titre, tu vois. Dans le sens, un peu comme un Max Holloway, donc c'est pas honteux, tu vois. C'est juste, ça devient le gars, il est top 5, c'est le top 2, top 3 meilleur du monde. Si tu le bats, ça veut dire que littéralement, tu as le calibre champion. Mais voilà, faut savoir si c'est ça qu'il a envie de faire, quoi. Mais vraiment, pour moi, réponse au prochain combat. Parce que là aussi, j'ai pas souvenir de mecs qui arrivent à faire un rebond comme ça, mais parce que tu vois, José Aldo, il s'était fait 2 fois finir par Max Holloway, mais c'était vraiment de l'accumulation, il y avait pas perte de connaissance. Et puis même quand il se fait finir par Yann, c'est la même chose aussi. Là, on a vraiment, il y avait eu KO contre Aldo quand même, contre McGregor. Oui, il y avait eu, et c'est le seul qui avait eu. Mais là, je veux dire, coup sur coup, il se fait vraiment éteindre la lumière. Et je sais pas, et là, j'ai pas d'exemple de gars, encore une fois. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète vraiment et à chaque fois, hein, c'est là où c'est dur, c'est qu'on n'est pas non plus un exemple à la Chuck Liddell où le gars, c'est des coups qui peuvent paraître anodins. Non, à chaque fois, il se prend quand même enfin, je veux dire, contre, quand il se fait mettre KO contre Islam Makhachev, c'est ensuite le ground and pound qui lui fait perdre conscience. Là, c'est qu'il se prend un énorme crochet contre Ilia Topuria. Mais tu vois, des gars comme ça qui, coup sur coup, se prennent pas des petits KO, mais des KO qui arrivent à revenir. Cormier, c'était pas le cas? Non, parce que quand même contre John Jones, en gros, il est sonné par le head kick, et ensuite, tu sais, il se fait sonner par ground and pound. Et même contre Stipe Miocic, lors du deuxième combat, c'est pareil, c'est l'accumulation aussi. Oui. Et c'est là où moi ça me fait un petit peu flipper pour Volkanovski, et je suis d'accord avec toi, on est dans une situation où c'est un gars quand même, il a l'air plus sage, comme tu l'as dit, mais qui a besoin de combattre, et je pense que ça lui ferait pas de mal de laisser de côté un petit peu le sport, quitte à sacrifier ce combat contre Ilia Topuria qui peut être incroyable au Bernabéu, mais de revenir en mode superstar, tu vois, de faire un peu ce que fait, mais une vraie pause, pas la Adesanya, tu vois, qui tisse quand même sans cesse un retour qui devrait être pour bientôt, mais tu vois, t'as 1 an de voir un petit peu ce qui se passe dans la catégorie, parce que de toute façon, je sais pas si on en parlait tous les deux ou si on l'avait dit en podcast, mais comme il a déjà nettoyé la catégorie, enfin, il n'a que Topuria à affronter, même Max Holloway, il l'a déjà battu 3 fois, donc et Josh Emmett, là, c'est bon. Rodriguez, Ortega, c'est fait aussi. Donc, il y a que Topuria aujourd'hui pour lui affronter. Donc, en vrai, t'as 1 an. En croisant les doigts, c'est juste ça, pour que Topuria s'impose. Parce que c'est vrai que si Topuria perd, ça va être un petit peu relou. Mais tu croises les doigts pour que Topuria gagne. Et ensuite, tu reviens et tu fais ta revanche en cochant vraiment toutes les cases. En cas de défaite, malheureusement, tu vois, moi, je suis dans une situation où je me dis... Et c'est un peu dur, mais penser à la retraite pour Volkanovski, tu vois. Parce que c'est ce qui est très très dur avec ce sport-là, et j'en parlais avec des potes hier, c'est qu'il y a 1 an, Volkanovski, il perd, oui, mais dans un combat extrêmement serré contre Makhachev, il reste numéro 1 pound for pound, on est en mode, oh putain, ce qu'il a fait au sol contre Makhachev, en étant plus petit, c'est une dinguerie, c'est vraiment le meilleur combattant au monde. Là, aujourd'hui,
Et c'est même ce qu'il avait dit, et Big Rusty t'en avait très bien parlé, je crois, c'était au mois d'octobre dernier, c'est qu'en soi, Volkanovski, chaque combat qu'il prend, chaque défaite, pardon, qu'il prend, ça ternit son héritage. Et là, on est dans une situation où il est à une victoire, 3 défaites lors de ses 4 derniers combats. Bah, on commence à se dire c'est chaud. Bah, après, bon, faut bien à un moment donné que quelqu'un écrive aussi des nouvelles histoires, j'ai envie de dire. Et si ça se trouve, on n'a pas là d'exemple tout de suite qu'on peut trouver, mais moi je vois bien disons, ça me semblerait pas déconnant peut-être que Volkanovski prenne là du temps et ensuite il monte définitivement en lightweight et il se fait une seconde jeunesse en lightweight. Je sais pas s'il pourra aller chercher le titre parce que tant qu'il y a Makhachev, c'est chaud quand même parce que mine de rien, même si ce premier combat, voilà tout ça, il s'est fait 2 défaites, dont une par KO sale. Donc tant qu'il y aura Makhachev, c'est chaud, mais si jamais, tu sais, en vrai, il prend peut-être un an là où il prend du recul, etc. Makhachev, si ça se trouve, fait sa montée en welterweight ou j'en sais rien. Ça me semblerait pas déconnant que Volkanovski, qui fait les choses bien, fasse des combats, mais tu sais, des vrais combats en mode, il combat que les gros noms de lightweight. C'est intéressant pour lui. Il combat Justin Gaethje, il combat les Poirier, il combat les Benoît Saint-Denis peut-être, et il combat. Enfin, et en tout cas, il se fait une nouvelle route vers le championnat, vers la ceinture. Ça peut être le premier à y arriver. Hein. Ça peut être le premier il arrive, il prend son temps. En plus, bon, c'est Volkanovski, donc il n'aura pas besoin de prendre 45 combats non plus avant d'arriver à la ceinture une seconde fois lightweight. Il peut peut-être le faire en vrai, hein, si ça se trouve. On n'a pas d'exemple, mais il peut peut-être. Moi, j'étais plus en mode, si à retour, tu prends ta revanche contre Ilia Topuria, tu nettoies vraiment bien cette... Parce que lightweight, c'est pas que je le sens pas, mais c'est qu'il est vraiment sous-dimensionné, tu vois. Et quand tu vois même des mecs comme Dustin Poirier qui sont à 78 kilos le jour du combat, Volkanovski, je pense que c'est compliqué. Sur quelques gars, oui, il peut, mais après, je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Et même dans cette catégorie featherweight, c'est là où je trouve que le sport est vraiment, vraiment dur. Un peu comme ce que vit Kamaru Usman aujourd'hui. Kamaru Usman, il est sur 3 défaites, mais au fond, vous le mettez à outsider contre combien de gars? La Volkanovski, dans la catégorie featherweight, pour moi, je le mets toujours favori de la plupart des combats. Et le combat contre Ilia Topuria, même si là, oui, il s'est fait éteindre, on était dans une situation où vous regardez toutes les stats, ça partait très très bien pour Volkanovski. Donc oui, il a cet equalizer magique Ilia Topuria, mais ça fait partie du truc où tu te dis t'es quand même assez en confiance quand il va combattre. J'ai juste moi cette peur et comme tu l'as dit, et à mon avis au bout d'un moment, tu vois, ça va finir par se payer ou ça va peut-être un peu jouer, c'est le prix des KO où là t'en as quand même 2 consécutives à plus de 35 piges. Bon, et je pense aussi que ce sera effort et c'est dur pour lui, mais quand il va revenir, que ce soit dans un an, que ce soit dans 2 ans, enfin peu importe, il y aura cette question de tu t'es fait mettre KO 2 fois de suite, qu'est-ce que tu vas faire pour contrer ça? Et forcément les mecs ils vont dire mais non mais y a pas énormément de choses que tu peux faire pour contrer ça, et au bout d'un moment ça entre un peu, enfin tu vois là Yann Gary qui veut tant bien que mal éviter tout ce qui se passe autour de sa femme, t'es obligé d'y revenir quand tout le monde te pose la question, tu vois. Et le problème c'est que même moi je sais que même si, bon, prendre un tibia de Makhachev, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rester conscients. Prendre une droite de Volkanovski, de Topuria, pas beaucoup de gens peuvent rester conscients. Mais malgré ça, je sais que maintenant, j'aurai un biais, même en sachant ça. Et dès qu'il y aura un combat de Volkanovski contre un mec qui frappe dur, j'aurai cette peur, tu vois, comme on avait quand il y avait un combat d'Overeem. C'est-à-dire, même si le mec se débrouille très bien, en fait, t'es jamais rassuré, même à la 4 minutes 30 du 5e round, parce que t'as peur que le mec se fasse mettre KO, ce qu'on n'avait pas avant. Et c'est vrai que ça me ferait vraiment peur, quoi. Mais non, mais t'as raison, effectivement. Peut-être un peu sous-dimensionné pour lightweight, donc à moins qu'il tente comme une Aldo, finalement, il surprend tout le monde et il descend en bantamweight. Mais c'est chaud, donc non, c'est ça, il est entre guillemets peut-être pas coincé, mais entre guillemets condamné à rester en featherweight, et donc peut-être prendre du temps, croiser les doigts que Topuria reste champion et revenir en croisant les doigts aussi que ce soit pas un nouveau KO, quoi. Ça fait beaucoup quand même, effectivement. Non, à voir pour la suite en tout cas, mais c'est vrai. C'est terrible. Non, c'est comme Kamaru Usman, quoi. Ce sport, non mais c'est une dinguerie. Ça va, il suffit d'une défaite
pour que et enfin je regardais Khabib, le meilleur move qu'il ait fait de sa vie pour moi c'est justement d'avoir pris sa retraite, hein. Parce que tu restes avec un bilan immaculé. Makhachev, si jamais il perd, en fait il y a tous ces trucs qui commencent, toutes ces questions qui commencent à se poser. Ah ouais mais machin et tout Ouais. et aussi le truc qui est dur, et là pour l'instant pour Volkanovski ce qui est très bien c'est qu'il perd contre quelqu'un d'invaincu, mais Adesanya qui perd contre Sean Strickland, pour moi c'est pas une défaite qui va bien vieillir, tu vois. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que c'est d'autant plus cruel, mais Ah, mais c'est pour ça qu'on aime ce sport, Big Rusty. ah finalement, hein. Hein. Ouais. En tout cas, ciao, me Sweet Pea, me Sweet Protein, moins 20% sur tout, moins 30% minimum, je suis un ouf, sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Regardez les gars, ils font des thés glacés, ils font boissons énergisantes, thé glacé ici, messieurs, code la sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 euros, et si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10, vous avez moins 10%, Big Rusty. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!